Sinaba, bienvenue à ces conversations. Comme vous savez, la RESUPAL organisait cette espèce pour avoir une conversation avec les membres pour comprendre comment les membres ont implémenté ces activités. Et nous avons l'honneur d'avoir vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour attendre à cette conversation. Comme vous avez déjà des questions pour cette conversation, je vais commencer avec la première qui c'est qu'est-ce qui a inspiré la création de OMAE? Ok. Merci beaucoup, Armando. Merci à John, merci à Victoria pour nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer sur cette plateforme. Moi, je suis Massaman Sinawa, je suis le manager de BEC Congo Mali. Notre organisation s'appelle Œuvre malienne d'aide à l'enfant du Sahel, OMAES. Elle a été créée en 1982 pour aider les pouvoirs publics à faire face à la crise éducative, à la crise sanitaire, à la crise de la sécurité alimentaire, à la crise de la sécurité nutritionnelle et surtout à renforcer les capacités des organisations de la société civile à faire le plaidoyer pour la prise en compte de ces différentes crises dans les politiques et programmes du Mali. Donc voilà à peu près pourquoi nous avons décidé ensemble de mettre en place cette organisation nationale. Et comment vous avez fait le changement pour l'attention spéciale pour l'éducation? Pour l'éducation, déjà depuis la création, l'éducation, nous on est une organisation basée sur l'enfance. Et qui parle d'enfance, parle d'éducation et parle de santé. Donc notre objectif était focusé sur les questions éducatives et les questions de santé. C'était déjà depuis le départ que l'éducation était dans nos programmes. Maintenant, nous avons développé beaucoup de programmes d'éducation. Il y avait des programmes d'infrastructure, création et construction d'écoles, formation de maîtres, équipement, etc., etc. Donc, ce n'est que progressivement que nous avons compris avec le temps qu'il fallait aussi ajouter à ces activités éducatives tout ce qui concerne l'évaluation citoyenne des enfants. Parce que depuis longtemps, cette activité était du ressort du gouvernement, de l'État. Et à l'époque, pour les gouvernements, il n'était pas permis à une organisation nationale privée de faire une évaluation de ce genre. C'était vraiment du domaine régalien de l'État, c'est-à-dire spécifique, on n'avait pas le droit. Je pense qu'il y a eu beaucoup de discussions pour qu'effectivement le gouvernement accepte d'abord que les organisations de la société civile puissent s'intéresser à cette question. Et pour mieux avoir des arguments, nous avons été amenés à faire des visites d'échange en Inde auprès des ACER pour voir comment l'expérience marche. Donc, quand on est revenu de l'Inde, nous avons eu des discussions avec notre ministère pour essayer de les expliquer un peu comment ça fonctionne, et comment les outils, la méthodologie, etc. Et ensuite, pour renforcer nos arguments, nous avons été voir les expériences de USO au Kenya. Nous avons été au Kenya, à Nairobi, nous avons été en Ouganda, et aussi, on n'a pas été en Tanzanie, mais nous avons eu l'expérience de Tanzanie. Donc, nous avons visité toutes ces expériences avant de commencer notre expérience BEC Congo. Donc, ce n'est qu'après tout ça que nous avons, en 2010, fait une phase pilote de 10 mois
que nous avons partagé les résultats et c'est à l'issue de ça que nous avons commencé la vraie évaluation citoyenne. Donc voilà un peu comment nous sommes venus à cette activité. Comment a été l'expérience de commencer l'évaluation citoyenne de Bekungu, des ressources et la conversation que vous avez commencé avec les parents et le gouvernement? Je n'ai pas bien compris. Comment a été sa expérience de commencer à faire l'évaluation citoyenne? Ok. Vous savez, c'est difficile parce que au Mali, l'éducation, c'est dans les classes. Et quand on a parlé d'évaluer dans les ménages, ça a été un problème. Parce que les gens ne comprenaient pas comment on peut évaluer les enfants à la maison. Donc, ça a été vraiment une discussion. Et surtout que cette évaluation Bekungo s'adressait aux enfants non scolarisés, déscolarisés. Donc, il dit, mais pourquoi vous intéressez à des enfants qui n'ont pas été à l'école? Pour quels résultats? Donc, on a eu beaucoup de discussions et aussi pour savoir que même si on n'a pas été à l'école, on a des compétences de vie qu'on peut déceler et ça peut permettre à l'enfant, ça peut faciliter l'orientation de l'enfant par la suite. Et aussi, dans les ménages, pourquoi? Parce que les enfants sont plus avec les parents qu'avec les enseignants. Ils passent plus de temps avec les parents, avec les enseignants à la maison et les parents en général ne voient pas quel est leur rôle dans l'éducation des enfants. Traditionnellement, on dit que ça c'est le problème des enseignants, l'enfant va à l'école, ensuite il revient. Nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça. Donc, nous avons eu beaucoup de discussions avec les parents et avec aussi les enseignants pour effectivement comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça et pourquoi on peut tous avoir notre rôle dans cette activité. C'est pourquoi nous avons même dénommé notre programme Bekungo. Bekungo, c'est en Bambara. Ça veut dire que c'est l'éducation, c'est l'affaire de tous. Donc, ce n'est pas l'affaire des seuls gouvernants, ce n'est pas l'affaire des enseignants seulement, ce n'est pas l'affaire des parents seulement, c'est l'affaire de tout le monde. C'est pourquoi on a appelé Bekungo. C'est ce que ça veut dire. C'est l'affaire de tout le monde. L'affaire de tout le monde. Vous avez aussi utilisé les citoyens volontaires pour ça. Oui. Nous avons utilisé les volontaires pour faire les évaluations dans les ménages. Et les volontaires, généralement, c'est des gens qui sont issus du milieu, qui connaissent les parents, qui connaissent les habitudes, etc. Donc, c'est eux qui ont fait la collecte des données dans les ménages. Les citoyens volontaires. Et comment la situation politique en général a affecté le processus d'évaluation citoyenne? La situation politique en général avait affecté et influencé l'évaluation citoyenne ou non? Bon, c'est de façon générale, les questions politiques ou sécuritaires ont impacté l'ensemble des programmes. Ce n'est pas seulement les évaluations, mais c'est seulement l'ensemble des programmes qui ont été impactés par cette évaluation, par cette crise. Mais de façon spécifique, c'est l'instabilité gouvernementale, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de changements de gouvernement qui a fait que notre stratégie de plaidoyer a été confrontée à cette instabilité parce que les nouveaux qui arrivaient ne comprenaient pas trop qu'est-ce que c'est. Donc, il fallait toujours reprendre le processus. Donc, à cause de cette instabilité, nous étions toujours en permanence en train d'expliquer aux nouveaux venus c'est quoi Bekungo, c'est quoi les évaluations citoyennes, etc., etc. Donc, c'est ça qui a fait que nous avons pris beaucoup de temps à reprendre le processus avec les nouveaux gouvernements. Merci beaucoup. Monsieur Sinaba, comme vous savez, la RESUPAL a commencé un nouveau instrument d'évaluation citoyenne, ICAN. Quelle est votre expérience avec l'ICAN au Mali? Bon, ICAN,
C'était intéressant. Pourquoi? Bon, ICANN, c'est une évaluation qui, à la différence, par exemple, de BEC-NGO, a été uniquement réalisée dans les zones rurales. On était en milieu rural, alors que BEC-NGO, c'était et en milieu rural et en milieu urbain. Donc, le milieu rural, c'est presque les mêmes réalités. Et ICANN, c'était seulement en mathématiques. Alors que BEC-NGO, c'était en lecture et en mathématiques. Donc, ce qui fait que vraiment, il y avait ensuite cette différence. Bon, le fait que ICANN soit seulement dans une seule zone, ça est un district, et non à l'échelle nationale, afin que peut-être c'était plus facile à manager une évaluation à grande échelle. Le Mali, c'est quand même 1 200 000 km², c'est énorme. Donc, nous avons eu quand même aussi cette expérience de comparer un peu les évaluations à grande échelle et les évaluations au niveau district. Aussi, au niveau des outils de suivi et de contrôle des enquêteurs. Ça, ça a été très important parce qu'avec ICANN, nous avons quand même pu élaborer des outils de suivi du passage des enquêteurs dans les ménages. Par exemple, c'était le coordinateur ou le PMT qui faisait le suivi des enquêteurs auprès des parents pour nous assurer qu'effectivement, l'enquêteur est effectivement passé dans les ménages. Donc, les outils étaient beaucoup plus performants que les outils que nous avons utilisés au niveau de BEC-NGO pour le suivi des enquêteurs. Mais aussi, la grande différence, c'est que la saisie à BEC-NGO des données était réalisée sur Access, ce qui nécessite la compilation de l'ensemble des données des différentes pôles de saisie. Alors que pour ICANN, la saisie était programmée sur une plateforme en ligne. Donc c'est ça qui a garanti plus la fiabilité des données. Et ça, avec cette programmation sur une plateforme en ligne, je pense qu'il y a eu moins d'erreurs. Par exemple, il n'y a pas de doublons. Il y a peut-être le risque d'erreur est très limité. Donc voilà un peu ce que nous avons appris de notre expérience ICANN de façon générale. Aujourd'hui, vous avez l'expérience de Congo et l'expérience de ICANN. Quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés lors de la relation de l'évaluation citoyenne? Une combinaison de Bekungu et les ICANN. Ok. Vous savez, elle n'est pas un examen. Non, je sais que ce n'est pas un examen, bien sûr. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le défi de l'utilisation des résultats de ces différentes évaluations. Parce que chaque fois qu'on passe, ou qu'on présente les résultats, on nous demande, mais qu'est-ce que vous allez faire des résultats pour pouvoir avancer? Donc, le principal défi pour nous, et je crois que c'est valable dans beaucoup de ça, les gouvernements, les parents, eux, ils disent toujours, on n'a pas les moyens de mettre en place les solutions qui sont nécessaires. Donc, mais il faut toujours expliquer que les solutions ne viennent pas d'ailleurs. Les solutions, c'est dans les ménages. Les solutions, c'est avec le gouvernement, parce que c'est eux qui ont les décisions sur les moyens de l'État. Donc, c'est au gouvernement de voir quels sont les moyens de l'État qu'il faut dégager pour pouvoir répondre à ces solutions. Et au niveau des ménages, c'est exactement la même chose. Il faut que les parents comprennent qu'ils doivent mettre la main à la porte
au moins se contribuer financièrement et aussi en temps, pour aider à mettre en œuvre ces résultats. Donc voilà un peu le grand défi que nous avons eu. L'autre défi, bon, ça c'est beaucoup de façon pratique, ça c'est la période de collecte des données. Vous savez, quand on fait ces évaluations, généralement chez nous, ça coïncide à la période de l'hivernage, au moment où on travaille les champs. Les paysans sont dans les champs, ou bien c'est pendant la période de récolte. Donc les enfants sont obligés d'accompagner les parents dans les champs pour les travaux champêtres. Donc souvent c'est très difficile parce qu'il faut reconnaître quand même que les parents sont les revenus des parents sont issus en grande partie de ces travaux champêtres. Donc ça aussi il faut négocier, parce que c'est une vraie négociation sociale avec les parents. Et l'autre, comme je l'ai dit tout de suite, il y avait le défi de la distance. Vous savez, le Mali est très vaste. Souvent, les villages peuvent être distants de 100 km. Donc, demander à un volontaire d'aller d'un village à un enquêteur, parce que souvent, si on ne trouve pas les volontaires capables de faire l'évaluation dans son village, il faut trouver quelqu'un qui va se déplacer dans ce village, parce que dans tous les villages, on n'a pas forcément quelqu'un qui peut utiliser les outils d'évaluation. Donc, il y avait aussi cette difficulté. Maintenant, nous, en termes de gros défis, on utilise ces résultats. Pour nous, ce n'est pas une fin en soi. ICANN, BEC-NGO, et pour nous, c'est une stratégie. C'est une stratégie d'évaluation. Donc, ce n'est pas juste un programme. Donc, nous, on parle de stratégie ICANN, on parle de stratégie BEC-NGO que nous essayons d'intégrer pour nous les défis dans tous nos programmes d'éducation. Parce que nous avons beaucoup de programmes d'éducation avec différents partenaires, avec l'USAID, avec UNICEF, avec d'autres partenaires. Donc, nous essayons, par exemple, avec Right to Grow, Right to Play. Right to Play. Donc là, nous essayons d'intégrer la stratégie BEC-NGO ou la stratégie ICANN dans ce programme. Par exemple, comment mieux apprendre en faisant jouer les enfants, les activités ludiques au niveau des écoles. Donc, nous essayons de promouvoir. Donc, pour nous, le défi, c'est ça. Comment faire de telle manière que cette stratégie ICANN ou BEC-NGO soit intégrée dans les programmes de nos partenaires, que les partenaires acceptent de financer, parce que c'est très difficile d'assurer le financement de ces activités d'évaluation citoyenne. Donc voilà à peu près ce que je peux dire par rapport à cette question. Dans la ressource, nous dire que les données, c'est important non seulement pour présenter la situation d'apprentissage, mais aussi pour inspirer intervention pour améliorer la situation. Avez-vous des expériences d'implémenter programmes pour améliorer l'apprentissage des enfants au Mali? Répétez la question. Nous, dans la ressource, nous utilisons les données pour démontrer la situation que nous avons aujourd'hui. Exact. Et d'où pour inspirer nouvelles activités, nouveaux programmes pour améliorer la situation. Dans votre expérience au Mali, avez-vous aussi implémenté nouveaux programmes pour améliorer la situation d'éducation des enfants? Ok. C'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire avec ICANN ou avec BEC-NGO, nous avons implémenté beaucoup de programmes, que ce soit dans le domaine de l'accès à l'éducation, que ce soit dans le domaine de la qualité. Mais ICANN et BEC-NGO sont axés essentiellement sur la qualité de l'éducation. Par exemple, avec l'USAID,
nous avons développé un grand programme en lecture, écriture sur la qualité de l'éducation. Un grand programme de presque 5 ans. On est là-dessus. Et ça, et l'expérience, ce programme a été inspiré par l'expérience de Bekongo. Et annuellement, même dans ce programme, on avait une activité d'évaluation. Chaque année, on faisait l'évaluation des connaissances des enfants dans ce programme pour dégager le niveau des enfants et aussi faire des plans d'action et d'amélioration du niveau de ces enfants. Donc, ce programme, il est financé par l'USAID et il est actuellement en cours. Et ensuite, nous avons, avec Right to Play, développé un programme dans ce sens, où on utilise la stratégie, les outils Bekongo ou ICANN pour faire les évaluations des enfants. Donc là, je pense que c'est ce que je vous disais, que nous, on utilise ICANN ou Bekongo comme stratégie et à chaque programme d'éducation, nous voyons comment nous pouvons intégrer cette stratégie dans ces programmes. Nous avons beaucoup de programmes d'accès aussi. Mais aussi, il faut savoir que même avec l'USAID, j'allais oublier, nous avons un programme où on essaie de renforcer le leadership des filles en matière, à travers l'éducation. C'est ce qu'on appelle GLEAD, Girl Leadership for Education. Donc, nous avons ce programme avec l'USAID qui est basé sur un apprentissage accéléré. Ce qu'on appelle les apprentissages accélérés chez nous, c'est la stratégie de scolarisation accélérée, mais axée sur les filles, pour améliorer la qualité de l'éducation, c'est-à-dire pour que les filles apprennent vite. Donc, je pense que vraiment, pour nous, c'est une option d'utiliser ces choses-là comme stratégie dans nos différents programmes d'éducation. Merci beaucoup. Monsieur Sinaba, comme vous savez, le monde a été affecté par la pandémie. Et je crois qu'au Mali aussi a été affecté par la pandémie. Comment est-ce que la pandémie a affecté l'éducation des enfants au Mali? Et je pense que ça a été un grand programme parce que d'abord, ça a entraîné la fermeture des écoles. Pratiquement, les écoles ont été fermées pendant un temps limité et pendant un temps assez long. Et maintenant, il fallait trouver des stratégies pour quand même continuer à apprendre. Donc, nous avons par exemple, avec le gouvernement, essayé de mettre en place des nouvelles technologies, des ressources pédagogiques en ligne. C'est-à-dire des plateformes de mobilité virtuelle, telles que Zoom, telles que WhatsApp, où effectivement les formations se faisaient avec les téléphones sur WhatsApp. Et là, et aussi, on a développé des ressources et les programmes étaient diffusés sur la télévision nationale. Tu vois. Donc là, juste la limite, c'est qu'en milieu rural, l'accès à Internet est très limité. Les gens n'ont pas les moyens de se payer un téléviseur où tout le monde n'a pas le téléphone avec les forfaits Internet. Donc l'accès aux technologies est limité, ce qui fait qu'au niveau rural, c'est une expérience qui reste assez limitée. Mais nous avons quand même développé ça. On a utilisé les nouvelles technologies. Donc pour l'aspect rural, nous avons continué à mobiliser les enseignants pour donner des cours dans les communautés en respectant les mesures barrières. Vous savez, la distanciation sociale. Donc, on met les enfants ensemble, mais en respectant une certaine distance entre les enfants. Donc, et ces mesures barrières ont été édictées par le gouvernement qu'on devait respecter pour pouvoir continuer à donner les cours en milieu rural. J'avais une dernière question. Et la question, c'est, vous pouvez partager avec nous
une citation qui inspire votre travail. Ok. Nous, la citation qu'on dit, nous, on peut même dire que c'est notre slogan. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas permettre que l'avenir des enfants soit perdu en les appuyant pour qu'ils fréquentent l'école, mais sans veiller à ce qu'ils apprennent. Ça, c'est notre slogan. On ne peut pas se permettre ça. On ne peut pas se permettre que l'avenir des enfants soit perdu en les demandant d'aller à l'école sans veiller à ce qu'ils apprennent réellement. Donc, il faut continuellement tester leurs connaissances, voir les problèmes et essayer d'apporter les réponses idoines. Pourquoi avez-vous utilisé cette citation pour votre travail? Parce que nous avons vu que c'était ce que Bekongo ou Aïkan nous permettait de faire, de suivre l'évolution de l'apprentissage des enfants. Et ça nous obligeait à dire, écoutez, les enfants sont à l'école, il faut les suivre. Avez-vous une recommandation pour le mouvement global pour l'apprentissage? Je pense que aujourd'hui, je ne peux que renforcer ce que le réseau PAL est en train de faire, c'est-à-dire de mobiliser tous les acteurs, que ce soit le gouvernement, que ce soit la société civile, que ce soit les chercheurs, que ce soit les universitaires, tous les acteurs, on est en train il faut les mobiliser pour quand même réussir le défi de l'éducation. Parce que chacun a sa part dans ce défi-là. C'est pourquoi vraiment on apprécie beaucoup les conférences de type PAL que nous avons réalisées récemment et qui mobilisent tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Sanaba. Merci beaucoup pour cette conversation. Mais merci aussi pour votre travail avec l'OMAE et votre contribution pour l'enseignance et l'apprentissage de tous les enfants au Mali et aussi de tout le monde. Merci beaucoup. Merci Armando. Et bonne journée. Bonne journée pour vous. Merci. Back to you, Dion and Victoria. We have finished our conversation, and the remaining admin issues, you will guide us how